Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup à l'association, à la GSCMF de m'avoir convié pour une thématique, comme vous l'avez très bien dit, extrêmement fréquente et surtout à haut risque de iatrogénie si on ne prend pas en considération les particularités de la prise en charge de l'insomnie de la personne âgée. Et vraiment un grand merci pour le comité scientifique, pour le bureau, pour le choix de la thématique. Alors oui, l'insomnie du sujet âgé, c'est une plainte extrêmement fréquente, on va le voir, en particulier en médecine de famille et en médecine générale. Et quand on va voir un petit peu les particularités d'ordre sémiologique, on va se rendre compte que souvent on a la main facile, on a la main forcée pour prescrire un psychotrope. Or, on va voir que l'enquête sémiologique, que l'enquête anamnésique va remarquablement repérer des raisons, des causes à cette insomnie et, in fine, bien la prendre en charge et surtout anticiper dans le iatrogénique. Alors, sujet âgé, la question qui fâche, la question qui fait plaisir maintenant, c'est plus de 75 ans ou sinon plus de 65 ans quand on a 3 comorbidités qui vont impacter la qualité de vie. Et pourquoi on va parler de la gériatrie? Parce que d'abord, nous sommes un pays vieillissant, n'est-ce pas? Nous sommes un pays où la transition démographique a été amorcée en début des années 2000, mais qui est de plus en plus accélérée. Et quand on va voir en 2030, on sera 2 600 000 personnes de plus de 75 ans. 2 600 000, c'est beaucoup. Et les 2 600 000 n'iront qu'en augmentant de part, donc, une meilleure prise en charge, un meilleur accès aux soins, etc. Et puis, on va voir aussi que chez le sujet âgé, ben oui, les troubles du sommeil sont fréquents, jusqu'à 42%. Alors, compte tenu du temps qui m'est imparti, je parlerai de l'insomnie, comme cela a été bien demandé par le comité organisationnel de ce très grand événement. Et on va en particulier, au-delà de l'insomnie, parler d'une situation très fréquente en gériatrie, qui est le syndrome d'apnée du sommeil. Et la grande erreur que nous commettons en tant que soignants, c'est que dès qu'on a un patient qui va avoir une plainte du sommeil, on va avoir la main facile sur ce psychotrope qui lui-même risque d'aggraver un syndrome d'apnée du sommeil. Sauf que le syndrome d'apnée du sommeil, il n'est pas de tout repos et on va voir ensemble quelles en sont les complications. Alors, ce sont des éléments qui sont sous-estimés et souvent on a tendance non seulement de les sous-estimer mais au moins de les banaliser. Et quand on va les banaliser, parce que c'est normal, quand on prend de l'âge, on est un peu trop plaintif et puis quand la personne va nous dire on ne dort pas, je ne dors pas, eh bien on sera un peu peut-être dans la proactivité de devoir prescrire une molécule et qui malheureusement, souvent un hypnotique, on va voir quels en seraient les effets latéraux. Et puis quelqu'un qui ne dort pas, quelqu'un qui a véritablement une insomnie, ben oui, il faut le prendre en considération et il faut l'écouter, il faut faire une enquête anamnésique comme je viens de le dire et puis surtout, le prendre en charge comme il faut parce qu'il a été bien démontré que l'insomnie impactait la qualité de vie, le vécu du patient et cela va donner lieu à quoi? Et on sait que le sujet âgé est à très haut risque de dépression, eu égard à l'isolement, eu égard au fait de ne pas se sentir utile dans sa famille ou dans la société, eu égard aussi aux différentes morbidités qui vont impacter notamment sa autonomie, eh bien cela va donner lieu à une dépression. Et on va voir ensemble que la dépression bien fait le lit d'un certain nombre de maladies gériatriques et notamment la maladie d'Alzheimer. Alors, population fortement hétérogène, 3 trajectoires de vieillissement. On aurait bien aimé être comme la personne qui est sur la gauche de notre slide. Et puis, on va voir qu'on a des populations aussi extrêmement fragiles, de l'ordre de 30 à 40%. Et ces personnes fragiles, c'est celles que vous devez, s'il vous plaît, repérer. Parce que ces personnes fragiles, elles ont l'air d'être autonomes, elles ont l'air de marcher, d'assumer les différents actes de la vie dite basique, de la vie quotidienne, mais qui, quand on va peut-être au décours d'une plainte de type insomnie, prescrire une thérapeutique, et on va en voir un peu quelles sont maintenant les recommandations de la HAS pour la prise en charge de l'insomnie proprement dite chez le sujet âgé, eh bien on risque de faire apparaître des complications, et parmi ces complications, eh bien ça va être la désescalade, la décompensation de pathologies sous-jacentes et malheureusement la dépendance. Eh bien oui, à partir de 70 ans, 3 à 5 pathologies chroniques en général. Nous avons, oui, les pathologies neurodégénératives, on va avoir les pathologies cardiovasculaires, la prostate, tout cela, on le sait, mais quelque chose de très important, c'est que parmi les causes de l'insomnie, qu'est-ce qui vient en premier lieu, à côté du syndrome anxio-dépressif, à côté du syndrome d'apnée du sommeil, c'est la douleur. Et la douleur chez le sujet âgé, non seulement elle n'est pas estimée, non seulement elle n'est pas prise en charge, mais on n'y pense pas.
Or, une douleur arthrosique, une poussée d'arthrose, ben, ça fait réveiller le patient. Une douleur neuropathique, et les neuropathies périphériques qui sont fréquentes chez le sujet âgé, ça fait réveiller le patient. Alors, autant déjà, si on a une douleur sous-jacente qui va nous expliquer cette insomnie, quelle douleur, qu'elle soit nociceptive ou neuropathique, déjà le fait de la prendre en charge, vous traitez votre insomnie et non pas de mettre un patient sous psychotrope. Et puis oui, un patient âgé, c'est un patient qui va venir nous voir pour une plainte qui est l'insomnie. Eh bien d'emblée, il faut le prendre, c'est cette photo qu'il faut prendre, qu'il faut avoir en tête à chaque fois que vous allez avoir une personne âgée devant vous. Isolement, qui fait le lit de la dépression qui fait le lit des troubles cognitifs, troubles cognitifs qui souvent, on va les sous-estimer. C'est normal qu'on oublie quand on prend de l'âge. Or, ce n'est pas normal quand ces oublis vont se répéter et impacter la qualité de vie de notre patient et surtout son autonomie. La dénutrition, ça aussi, c'est un élément très important à prendre en considération parce que quand nous allons prendre en charge nos patients, un patient dénutri, des chiffres qui sont réels, c'est 10% à domicile, ça va jusqu'à 70% quand on est malade. La fonte musculaire due au vieillissement musculaire de 25% de la masse musculaire qui va diminuer entre 40 et 80 ans va donner lieu à une fonte musculaire qui va donner lieu à une sarcopénie et à un haut risque de troubles de l'équilibre et de chute. Alors un patient qui a une insomnie et qui a tous ces facteurs sous-jacents que je viens de vous citer, à cela va s'ajouter la polypathologie. Vous conviendriez très bien qu'il y a de grandes caractéristiques, que de grandes particularités de la prise en charge de l'insomnie chez le sujet âgé. Alors, on va voir rapidement ensemble, parce que nous avons 30 minutes et je ne dois pas manger sur le temps, les rappels physiologiques du sommeil pour dire que, déjà, tout vieillit chez le sujet âgé, le rein, le cerveau, le cœur, la masse musculaire, etc. Eh bien aussi, les hormones qui nous font dormir vieillissent et on va voir qu'on ne va pas dormir comme quand on a 20 ans. Déjà, c'est une notion qu'il faut véritablement dire aux patients. On ne va pas dormir quand on a 20 ans. Je suis sûre qu'ici même dans la salle, si on vous demande le nombre d'heures de sommeil actuellement par rapport à il y a 10 ans, il a bien réduit, n'est-ce pas? Eh bien ça, il faut savoir l'accepter. Par contre, ce qui est très important à prendre en considération, c'est quand cette durée de sommeil est extrêmement réduite, voire c'est des patients qui ne dorment pas. Là, par contre, on va véritablement les prendre en charge parce qu'on va voir que les complications, elles sont là. Et puis, une entité très fréquente chez le sujet âgé, même non obèse, et ça c'est une erreur, c'est pas parce que le patient n'est pas en surpoids qu'il ne va pas nous faire de syndrome d'apnée du sommeil. Quand tout vieillit, quand la masse musculaire vieillit, c'est tout la masse musculaire. Que ce soit les membres inférieurs, la musculature axiale, la musculature oropharyngée, et bien évidemment le retour de la langue en arrière, et cela va nous donner lieu à un apnée du sommeil. Alors, c'est quoi le sommeil? Oui, c'est un état physiologique qui survient en alternance avec celui de la veille, ou alors on va avoir des troubles, des critères comportementaux qui seront bien démontrés par la polysomnographie, où nous allons avoir en fait 4 stades du sommeil lent, puis après le sommeil profond, en général c'est des cycles, on est à 4 à 6 cycles par nuit. Chaque cycle va durer entre 1h15 et 1h30. Là, je vous montre un électroencéphalogramme normal d'un sujet qui est en veille. Là, vous avez l'activité cérébrale, là, l'activité oculaire et là, l'activité musculaire. Et vous voyez que dès qu'on arrive au niveau du sommeil paradoxal, on a une atonie musculaire, mais avec une activité cérébrale et oculogyre, eh bien, cela ne va pas changer par rapport au sujet âgé, si ce n'est que, par rapport au sujet plus jeune, si ce n'est que chez le sujet âgé, on va avoir une modification du processus C. Nous avons 2 processus. Nous avons le processus neurotransmetteur, neuro-hormonal, qui est donc la dette homéostatique, et le processus C qui assure le rythme circadien. Et ce processus C est maîtrisé, on dira, ou alors est conditionné par l'hormone de la mélatonine, qui est elle-même synthétisée par la glande pinéale, qui elle-même est activée par les synchroniseurs externes que sont la lumière du jour, mais aussi bien évidemment le cortisol qui normalement va diminuer en fin de jour, c'est l'hormone de stress, et enfin l'hormone de croissance. Et on sait que chez le sujet âgé, eh bien on va avoir une modification de la synthèse, notamment de la mélatonine, notamment due à une baisse des stimuli exogènes, notamment la lumière. Et même quand bien même la lumière, on peut avoir un écran oculaire qui sera la cataracte, mais indépendamment de ces synchroniseurs externes qu'est la lumière, eh bien on sait que chez le sujet âgé, la glande pinéale vieillit aussi. Et or, la mélatonine nous permet la phase d'endormissement. Et elle est synthétisée en fin de journée dès que le soleil va commencer à se coucher. Et puis nous avons le cortisol qui normalement doit être bas,
Et cet effet périphérique du cortisol bas va permettre le stockage de l'énergie durant le sommeil. C'est la physiologie du sommeil, on dira. Alors on sait que les fonctions du sommeil, ce sont des fonctions de stockage d'énergie, de réparation cellulaire, de synthèse des protéines, du choc thermique qui sont très importantes, de la production de glycogène au niveau cérébral, donc le stockage de l'énergie. Mais c'est aussi une fonction immunitaire, une fonction de conservation d'énergie, mais une fonction cognitive, une fonction mnésique. Et on sait que les perturbations du sommeil, quand on va avoir une insomnie, si cette insomnie n'a pas été prise en charge, il n'a pas été démontré qu'il y avait un lien entre l'insomnie et le déclin cognitif, mais on sait à l'inverse que les maladies d'Alzheimer notamment donnent des troubles du sommeil, et en particulier le sommeil paradoxal, mais dont je ne vais pas parler parce que le temps ne me le permettrait pas. Alors voici les cycles du sommeil dont j'ai parlé. Donc on est à 4 à 5 cycles du sommeil avec 4 phases de sommeil lent et puis rapidement au bout d'une heure 15, 1h30 de sommeil paradoxal de 15 minutes en général et puis un petit réveil physiologique qui est de quelques minutes pour reprendre le deuxième cycle. Alors on sait que chez le sujet âgé, la durée du sommeil va diminuer et que en particulier c'est la synthèse de la mélatonine, la synthèse du cortisol et qui vont impacter cette modification du sommeil qui fait qu'on va avoir un endormissement en général très rapide mais précoce, avancé, et puis surtout des réveils nocturnes. Il a été bien démontré de manière physiologique qu'un sujet âgé va se réveiller plus fréquemment, indépendamment des problèmes urologiques qu'il peut avoir, que l'efficacité du temps de sommeil total va diminuer, qu'on va avoir une baisse du sommeil lent profond avant le sommeil paradoxal, qu'on va avoir là aussi des modifications de type physiologique et en général, on va être de 4 à 5 heures de durée de sommeil. Et ça, il faut l'expliquer à nos patients. Quand on vient de naître, on est quand même à 21 heures de sommeil par jour parce qu'on a besoin de la production d'énergie et de la synthèse du développement cellulaire. Quand on prend de l'âge, la durée de sommeil va diminuer. Et ça, c'est un élément qu'il faut déjà expliquer aux patients. Première chose. Deuxième chose, comme a dit Monsieur le Président, il y a des pathologies fréquentes chez le sujet âgé. La polypathologie, on est à 3 à 5 pathologies. Si on prend l'arthrose, si on prend un problème par exemple de DMLA, si on prend une neuropathie périphérique qui sont très fréquentes, avec un canal lombaire étroit, c'est bon. Là, vous avez toutes les raisons pour que votre patient, en particulier à cause de douleurs, ne va pas pouvoir dormir. Si en plus de cela, c'est un patient qui a une pathologie cardiovasculaire, qui a une BPCO, qui est dyspnéique, qui a des poussées d'insuffisance cardiaque, c'est normal qu'il puisse ne pas dormir. Alors un patient qui a une insuffisance cardiaque qu'on va dépléter par un diurétique et qu'on va mettre sous un psychotrope, on est bien d'accord qu'on ne fait pas bien les choses parce qu'on va voir que le haut risque d'événements iatrogènes serait très important et je vais y revenir. Alors, l'insomnie, qu'est-ce que c'est? C'est la même définition par rapport aux sujets plus jeunes, difficulté d'endormissement, difficulté de maintien de sommeil de qualité et puis des réveils trop précoces avec. Et là, c'est important. Un retentissement diurne. Et ça, c'est un élément important. Nous avons tous et toutes des gens qui sont de grands dormeurs et des gens qui sont des petits dormeurs depuis toujours. Ça n'impacte pas, la qualité de vie. Eh bien, c'est pareil par rapport aux sujets plus âgés. Et puis, bien évidemment, avec une fréquence de plus de 3 fois par semaine depuis plus de 1 mois. Et quand on voit la prévalence, elle augmente chez le sujet âgé pour les raisons que nous avons énumérées, et puis surtout chez les femmes. Alors souvent, je dis, les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars, il y a un très beau livre sur cela. Eh bien, les femmes, elles ont un seuil émotionnel tellement diminué que n'importe quel événement intercurrent les fait bien ouvrir les yeux durant la nuit, même quand on est plus jeune, on est bien d'accord. Alors déjà, il y a cette composante qui prend le dessus par rapport au fait que la fréquence est plus importante. Et puis, pourquoi on va peu dormir chez sujets âgés, c'est un fait chez nous. Nous travaillons au niveau du ministère de la Santé et de la Solidarité pour l'élaboration de centres de jour occupationnels, pour la préparation de la retraite de nos personnes âgées. Parce que quand on arrive à la retraite, au début, on est bien content, on est heureux, on va être en vacances. Et puis rapidement, il y a le vide. Et ce vide, si on ne le meuble pas de manière intelligente, eh bien, on va avoir une inversion du cycle veille-sommeil. Déjà, l'absence de stimulus, le fait de ne pas avoir de programme dans la journée, le fait d'avoir bien évidemment une faible exposition à la lumière, et nous savons que quand on est à la maison, on reste plutôt casanier et on ne va pas sortir. Puis bien évidemment la mauvaise hygiène du sommeil, nous avons souvent des siestes qui vont rester très longues à cause de nos salons marocains magnifiques, mais c'est une énorme erreur. Et puis élément très important, on sait que chez le sujet âgé, on va avoir une baisse de la sécrétion de la mélatonine, une baisse de la sécrétion de l'hormone de croissance, et le cortisol à l'inverse, non seulement il ne sera pas diminué, mais il sera augmenté, et donc l'hormone de stress va faire qu'on aura un
hypercatabolisme et bien évidemment un réveil. Et puis les comorbidités dont nous avons parlé, elles vont des comorbidités ostéo-articulaires les plus banales et pourtant, l'arthrose chez le sujet âgé chez nous au Maroc n'est pas très bien traitée, n'est pas bien traitée du tout. Si vous le permettez, il y a un médicament qu'il faudra bannir de nos prescriptions médicamenteuses, qui sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Une arthrose, quand elle arrive à un stade avancé, il faut la confier au chirurgien. Normalement, malheureusement, actuellement, l'arthrose, quand l'infiltration ne marche pas, on va directement à la prothèse totale du genou ou de hanche. On est très très en deçà et malheureusement, je peux vous assurer que ça peut énormément améliorer l'autonomie et in fine la qualité de vie de nos patients. Et puis les maladies neurologiques, oui. Un patient qui a fait un AVC ischémique, notamment avec une lésion thalamique, qui est le carrefour sensitif, vous allez avoir des douleurs sensitives terribles qui vont faire que le patient ne va pas pouvoir dormir comme il faut. Et puis sans oublier, bien évidemment, les iatromédicaments. Parmi les médicaments, les diurétiques qu'on va donner le soir et qu'il faille repérer, éviter, prévenir plutôt le donner le matin, les corticoïdes, la dopamine qui est très stimulante, certains antidépresseurs qu'on ne doit pas donner la nuit, notamment les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, qui sont extrêmement psychostimulants. Et puis, bien évidemment, attention aux médicaments cachés, attention à ces médicaments qu'on donne pour les rhumes. On est en pleine période printanière, automnale et hivernale. S'il vous plaît, les vasoconstricteurs nasaux, ils sont contre-indiqués chez le sujet âgé, au risque de spasmes vasculaires et donc de décès. Et attention au risque, bien sûr, de troubles du sommeil parce que c'est des puissants vasoconstricteurs qui contiennent beaucoup de nicotine, de la pseudoéphédrine ainsi que de la caféine. Et donc, le diagnostic commencera par un questionnaire très simple. Le questionnaire très simple, il faut être un peu patient. En gériatrie, il faut savoir être très patient même. Et donc là, on va essayer de voir l'agenda du sommeil. Et on va demander, en général, vous avez la personne, la dame devant vous, doctora Macanes Wello. Et vous avez un petit regard en biais, et non pas, bien sûr, l'interrogatoire se passe avec la personne concernée, et vous allez voir sa sœur ou sa fille, elle ronfle. Donc voilà, il faut véritablement être vraiment très, très regardant quant à la véracité de ces troubles du sommeil, l'impact sur la vie quotidienne, et puis là, l'agenda du sommeil, c'est très important. Est-ce qu'il y a eu des réveils, des petits réveils, quelques réveils qui n'ont pas impacté? Why not? C'est pas grave. Si on n'a pas dormi un jour parce que la veille, on a eu un petit pépin d'ordre familial, ce n'est pas la fin du monde. Il faut vraiment, s'il vous plaît, prendre le temps de vérifier cet agenda du sommeil. Et puis, bien sûr, repérer les types de sommeil d'insomnie dite réactionnelle. Quand on a un patient qui a été hospitalisé, un patient qui vient de vivre un veuvage, un patient qui vient d'avoir un événement de vie marquant, normal qu'on ait une insomnie. Et il faut savoir l'accepter et ne pas bourrer le patient sous psychotrope. Bien évidemment, les douleurs somatiques dont j'ai parlé, et puis les pathologies anxio-dépressives. Et on va voir d'emblée que quand on va voir la prise en charge de l'insomnie, si on a un syndrome anxio-dépressif, vous allez, s'il vous plaît, privilégier les antidépresseurs anxiolytiques. Et on va voir deux, et notamment un qui existe chez nous au Maroc et qui est extrêmement efficace et surtout peu délétère parce que là encore, on parle de iatrogénie. Et puis, bien évidemment, si vous avez quelqu'un qui est purement insomniaque et vous lui dites non, vous n'avez pas d'ordre, si je vous donne une pilule, vous allez risquer d'être complètement assommé, ce n'est pas non plus une réponse. Donc, il faut qu'on traite notre patient comme il faut. Et on va voir qu'on a des molécules maintenant qui vont donner des effets positifs. Et quand ces molécules, notamment la mélatonine, ne sera pas suffisante, passez aux benzodiazépines, des benzodiazépines à demi-vie courte par contre, et non surtout pas à demi-vie intermédiaire ou à demi-vie longue. Par contre, s'il vous plaît, d'emblée, je vous le dis, les antihistaminiques qu'on adore, l'hydroxyzine qu'on adore, ça vous parle. S'il vous plaît, vous l'oubliez chez le sujet âgé. C'est un puissant anticholinergique. C'est terrible. Je n'ai pas de contre-machin, mais je peux vous assurer que c'est non négociable. L'hydroxyzine ne doit pas être prescrite chez le sujet âgé. Et puis, bien évidemment, on va rechercher la stratégie de sommeil inadaptée. Alors, en gros, plainte chronique autour du sommeil, y a-t-il ou pas des signes associés? Et s'il vous plaît, l'interrogatoire et surtout l'anamnèse, l'interrogatoire doit se faire entre le patient et vous-même. Si vous voyez que le patient va commencer à pleurer, il y a un syndrome anxio-dépressif, c'est bon. Et la dépression, c'est 40% des plus de 70-80 ans. La dépression chez le sujet âgé, elle est masquée. Et elle fait le lit de manière biochimique vers une maladie d'Alzheimer. Donc autant, s'il vous plaît, bien la traiter. Et puis, après, s'il n'y a pas de signes associés, on va faire un agenda de sommeil. Alors après, si on a un impact sur la qualité de vie et si le patient ne dort pas, là, on est bien d'accord. On va commencer peut-être rapidement mélatonine. Parfois, ça peut marcher, parfois, ça ne marche pas.
Sinon, on passe aux benzodiazépines demi-vie courte. Maintenant, si c'est une insomnie de temps en temps modérée, on va dormir 3-4 heures, mais c'est surtout, on va commencer par de la mélatonine et surtout une thérapie cognitivo-comportementale qui est extrêmement importante. Alors, ces conseils, c'est quoi? C'est expliquer qu'on ne peut pas dormir quand on a 20 ans, c'est ne pas rester trop long au sommeil, au lit, c'est, s'il vous plaît, évitons les petits synchroniseurs terribles qui nous stimulent, notamment la lumière bleue, ces écrans que nous avons devant les yeux à longueur de journée, pas de télévision dans la maison, pas dans la maison, pardon, enfin c'est un lapsus, oui ce serait bien, mais pas dans la chambre, pas de stimulateur, une régularité dans notre hygiène de vie, le dîner pas à 22 heures ou à 23 heures, le dîner à 20 heures, on prépare notre sommeil, je vous assure que ça marche. Par contre, il faut expliquer aux patients, et je vous assure que le patient âgé, il a peur d'une chose, de perdre la tête, à juste titre, tout comme le patient jeune. Vous avez deux facteurs qui ont démontré un risque de déclin cognitif. La prise au long cours de benzodiazépines et la presbyacousie. Et les patients qui sont sourds et qui vous disent « non, c'est pas grave, de manière, moi, j'ai pas besoin d'avoir d'appareil auditif », parce que voilà, d'abord, ça coûte cher, oui, c'est vrai. Et puis aussi, parce qu'on n'a pas envie d'avoir quelque chose dans l'oreille, expliquez-leur que si on ne vous appareille pas, vous augmentez le risque de déclin cognitif de 13, risque relatif multiplié par 13. Donc, je vous assure que ça marche. Et enfin, bien évidemment, il faut, s'il vous plaît, surtout ne pas surveiller le réveil durant la nuit. Alors, le traitement. J'arrive au traitement par rapport à l'insomnie. On a une insomnie, on a fait un agenda de sommeil, peut-être qu'il y a une altération de la qualité de vie, le patient va dormir 3 heures l'après-midi, on va commencer à réduire la sieste de l'après-midi. Bien sûr, vous n'allez pas passer de 3 heures à une demi-heure, c'est juste impossible. Vous y allez doucement, vous allez rogner, si vous permettez l'expression. Mais surtout, l'hygiène de sommeil. Et l'hygiène de sommeil, je peux vous assurer, nous sommes un pays, de par sa dimension culturelle, on adore avoir les invités à toute heure de la journée et de la nuit, on prend du thé à toute heure de la journée, ça marche aussi, c'est des éléments qui nous entraînent une insomnie. Pas de thé à 18 heures, pas de café à 18 heures. Et puis la thérapie cognitivo-comportementale dont je vais parler dans un petit moment, l'idéal, c'est qu'il soit dans la lumière du jour pour activer la synthèse de la mélatonine dans la journée. Et puis, cette thérapie cognitivo-comportementale, c'est attention, pas de soucis. S'il vous plaît, il faut parler aux enfants des patients âgés. Il faut parler aux familles. Vous savez, en général, quand vous vous intéressez à la personne âgée, bien évidemment, vous allez avoir toute la famille. Eh bien, il faut leur expliquer que quand on a 80 ans, on n'a pas comme on a 60 ans. On voit notre père ou notre mère comme quand on avait 4 ans. C'est une erreur. Je ne vais pas venir, moi, en tant que personne adulte, raconter mes soucis de famille ou de travail à ma mère, qui finalement va commencer à ressasser ses soucis et ne pas dormir pendant 3 jours. C'est le problème pour lequel tu as parlé. Donc ça, c'est un élément très important. Il faut savoir que le seuil de sensibilité émotionnelle va diminuer chez le sujet âgé. Et puis, s'il vous plaît, à chaque fois que j'ai une insomnie, eh bien, je vais changer d'endroit et je ne vais pas rester en train d'attendre, de compter les animaux ou les étoiles ou je ne sais quoi, et de faire une autre activité. La musique douce, etc., etc. Et puis, au plan thérapeutique. Au plan thérapeutique, je ne vais, s'il vous plaît, pas d'emblée me jeter sur les psychotropes. Le sujet âgé, vous le mettez sous psychotrope, il dort, il est heureux. Demain après-demain, il fait la fracture du col. Cette fracture du col va le garder soit grabataire, parce qu'il y a une perte d'autonomie totale, soit il va mourir. Et donc, vraiment, s'il vous plaît, je vous assure que c'est le château de cartes. La première carte qui tombe, le reste qui suit. Vous savez que chez le sujet âgé, on a une modification des volumes de distribution, une perte de la masse musculaire, une perte de la masse hydrique et une augmentation de la masse grasse. Sauf que les psychotropes, c'est des médicaments lipophiles. Et donc, ils adorent s'accumuler dans le tissu gras. Et donc, on aura un relargage sur le long terme. Au niveau hépatique, on a des modifications. Au niveau gastrique, on a aussi une baisse de la vidange gastrique. Donc, le temps d'absorption est plus important. Et au niveau rénal, on sait que la baisse de filtration de glomérulaire, à partir de 40 ans, on perd 10% tous les 10 ans, de manière physiologique. En plus, si le patient a une néphropathie hypertensive ou diabétique, là, mais c'est dit. Alors, nous avons souvent plusieurs syndromes gériatriques. Et ces syndromes gériatriques, s'il vous plaît, il faut les prendre en considération. Un sujet âgé qui est isolé, un sujet âgé qui est sarcopénique, un sujet âgé qui ne boit pas assez parce qu'il ne sent pas cette sensation de soif et à tort, il pense qu'il n'en a pas besoin, un sujet âgé qui est déprimé, un sujet âgé qui a un régime de retraite qui est, comme vous le connaissez, vous savez, nos régimes de retraite qui sont ceux qui sont. Donc tout cela fait que si vous avez un patient devant vous qui a un vieillissement cérébral,
qui est la ligne 1, qui ne va jamais croiser la ligne des Pointillés, mais qui peut être une maladie d'Alzheimer débutante. On est à 100 à 200 000 cas d'Alzheimer en 2016 selon l'OMS, c'est juste un chiffre. La démence de type vasculaire est encore beaucoup plus importante parce que l'HTA, je vois le professeur Bignès parmi nous, est non contrôlée ou non traitée, non diagnostiquée ou encore non contrôlée dans un nombre très important de cas. Et donc, imaginons si vous mettez un patient sous psychotrope, benzodiazépine, hydroxyzine, ben c'est bon, hein. En plus, il a une insuffisance rénale, il va être un peu confus, le cerveau est malade, vous allez l'agresser par ce mécanisme anticholinergique. Soit c'est une confusion aiguë, il va être agité, vous allez augmenter encore la benzope en disant soit je vais lui donner un neuroleptique et là c'est bon, c'est la catastrophe et je vous assure qu'on en voit tout le temps de choses pareilles. Et donc le traitement, ça commencera toujours et toujours selon les recommandations par de la mélatonine qui va permettre en fait que vous allez donner en général entre 30 minutes à 2 heures avant l'heure du sommeil associé aux thérapies cognitivo-comportementales, bien évidemment. Et puis, en général, ce n'est pas des doses homéopathiques, hein. C'est 3 à 6 mg, et parfois on va aller jusqu'à 5 mg, parfois 10 mg, parfois jusqu'à 20 mg. Et vous permettez en fait d'avoir l'endormissement. Et quand parfois le patient, au bout de 4 heures, se réveille, vous pouvez, avant 4 heures du matin, donner un autre comprimé. Sinon, si ce n'est pas suffisant, à ce moment-là, on va passer aux benzodiazépines. Alors maintenant, vous êtes dans des situations où le sujet est depuis longtemps sous benzodiazépine. Vous devez faire une politique de sevrage, mais avec les règles de l'art. Et là, vous allez vous aider de la mélatonine pour aider justement au sevrage des benzodiazépines. Et puis, la mélatonine, il y a eu de très beaux travaux qui ont démontré que ça permettait de prévenir la confusion post-opératoire. De manière assez claire dans ce très beau travail, de manière un peu moins claire dans un autre travail tout récent. Mais c'est juste pour vous dire, ce n'est pas que pour le sommeil. Il y a aussi un impact positif sur la confusion post-opératoire qui est un énorme problème en gériatrie. Alors maintenant, si la mélatonine ne marche pas, là on est devant un patient qui a une insomnie sans comorbidité, vous avez traité la douleur, vous avez traité les causes sous-jacentes, sauf le syndrome d'apnée du sommeil, je n'y suis pas encore, je vais rapidement y passer, vous commencez par les agonistes des récepteurs des benzodiazépines, l'azopiclone, encore mieux que le zolpidem, qui améliore même le sommeil paradoxal. Si ce n'est pas suffisant, s'il vous plaît, on va aux demi-vies courtes. Les demi-vies courtes, nous avons au Maroc l'alprazolam et ailleurs, nous avons l'oxazépam qui est encore mieux. Et puis, bien évidemment, vous allez commencer à faire le sevrage, pas d'arrêt brutal. Et quand le patient est déprimé, vous donnez un antidépresseur anxiolytique, notamment l'amiancérine. Et enfin, je vais passer juste pour vous montrer que le sevrage se fait sur plusieurs semaines, avec un accord au préalable avec le patient. Et quand vous êtes dépassé, vous nous appelez ou vous appelez les médecins addictologues. 2 mots. Syndrome d'apnée du sommeil, c'est très fréquent chez le sujet âgé. C'est une obstruction répétée des voies aériennes supérieures, avec un indice d'apnée ou d'hypnée qui dépasse les 15 par heure, sévère quand c'est 30 par heure. Et pourtant, le sujet âgé, il en a, regardez un petit peu la fréquence, et surtout, c'est des patients qui sont sous somnifères, tout simplement parce que vous avez un relâchement des voies aériennes supérieures. Cliniquement, ça va être quoi? Pas forcément l'obésité, des signes non spécifiques, une HTA pharmacorésistante, et puis la chute, les plaintes de mémoire, l'insomnie. Et enfin, regardons les grosses complications du syndrome d'apnée du sommeil. Alors, s'il vous plaît, recherchons-le, traitons-le, réduction pondérale, décubitus latéral et éventuellement, surtout, arrêt de l'alcool et des psychotropes. Et puis, bien évidemment, les mesures anatomiques ou alors la CPAP qui sont maintenant très bien tolérées, même chez les sujets âgés avec un déclin modéré. Sans oublier le reste du traitement avec le sevrage en benzodiazépine. Et donc, en conclusion, pour vous dire, c'est très fréquent, c'est sous-estimé, et quand c'est surestimé à l'inverse, c'est surtraité. Donc, s'il vous plaît, pas d'hydroxyzine, pas de benzo à demi-vie longue. La mélatonine, c'est une molécule safe. Quand elle est efficace, c'est très bien. Quand elle n'est pas efficace et qu'on a recherché les autres causes, on passe au benzo de demi-vie courte, sans oublier, bien évidemment, la prévention de la iatrogénie, parce que vous avez un sujet âgé qui a des comorbidités et qui a d'autres fragilités dont je vous ai parlé et qu'il faudra prendre en considération. Je vous remercie. Merci, professeur, pour cet exposé. Alors, on va donner une seule question, s'il vous plaît. Une seule question, parce qu'on est pris par le temps. D'accord, monsieur Lair. Merci pour cet exposé. C'était bien détaillé. J'ai une question parce que
par rapport au choix des molécules, par rapport au choix de la benzodiazépine courte dans l'insomnie. Parce que les psychiatres préfèrent donner plutôt de la quétiapine à petite dose. Ils disent que les benzodiazépines, même à courte durée, il y a un retentissement sur le trou de mémoire et tout ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. La quétiapine, en fait, c'est un neuroleptique atypique qui, chez le sujet jeune, est donné entre 300 et 600 mg. Alors, en gériatrie, on l'utilise à 25 mg pour le syndrome délirant, quand on a des hallucinations, quand on a de l'agitation. Pas à but somnifère, pas à but sédatif, à l'inverse de ce qui se fait chez l'adulte jeune. Les benzodiazépines à demi-vie courte chez le sujet âgé, effectivement, ce n'est pas parce qu'elles sont courtes qu'elles ne sont pas safe. On est parfaitement d'accord, vous avez entièrement raison. Et c'est des durées, on préfère la benzo à demi-vie courte pour un effet sédatif qu'un neuroleptique qui risque, lui, de nous donner d'autres... Parce que les neuroleptiques chez le sujet âgé, c'est quand même... entre les troubles du rythme, entre le syndrome des neuroleptiques, même à petite dose, c'est quand même des molécules qu'on préfère garder pour les propos délirants quand ils sont très, 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 très importants. Pas comme chez le sujet jeune où effectivement les 25 mg c'est à but sédatif. Et les benzodiazépines à demi-vie courte, c'est une courte durée aussi, c'est 4 semaines, c'est pas aussi au long cours parce que là aussi on peut avoir des événements latéraux. Merci beaucoup.